La France a été l'un des plus fervents soutiens européens de l'Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle. Le président du pays, Emmanuel Macron, a à plusieurs reprises fustigé Vladimir Poutine pour ses actions, allant même jusqu'à être l'un des premiers à suggérer que la présence de troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien pourrait être une possibilité. La France a donné à l'Ukraine 86 milliards d'euros, 997 milliards de dollars d'aide militaire depuis l'invasion de Poutine. La France vient de réaliser quelque chose d'encore plus important qu'avant. La France a fait une déclaration historique, promettant quelque chose d'incroyable pour Poutine. La guerre en Ukraine pourrait être totalement bouleversée. Les détails de l'accord l'expliquent. Dans son rapport du 17 novembre sur le nouvel accord, l'indépendance de Kiev a indiqué cela. La France s'est engagée à vendre 100 avions de chasse Rafale d'assaut à l'Ukraine, renforçant massivement la force aérienne du pays. Parallèlement, la France répond aux besoins de défense aérienne de l'Ukraine en lui vendant des systèmes sol-air moyenne portée, terrestres. L'Ukraine souhaite acheter 8 de ces systèmes, chacun avec 6 lanceurs. On ignore combien la France est prête à vendre dans le nouvel accord, bien qu'il s'agisse des achats principaux de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce que des bombes aériennes, des missiles air-air et des radars seront inclus dans le paquet français. C'est énorme pour l'Ukraine. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour Poutine. La France comble d'importantes lacunes de la défense aérienne ukrainienne avec un seul accord. En fournissant de nombreux avions de chasse à ses forces pour bombarder les troupes de Poutine en Ukraine, Macron en a ajouté lors de sa déclaration avec Zelensky après leur rencontre à Paris. Il a précisé que les solaires moyenne portée, terrestres vendus par la France à l'Ukraine ne viennent pas seulement des stocks français. Ce sont des systèmes de défense aérienne nouvelle génération en développement. Macron a ajouté que l'Ukraine recevra l'un des premiers de ces nouveaux systèmes produits. L'Ukraine connaît déjà ce système, mais il bénéficiera maintenant de nouvelles améliorations. Le Kiev Post affirme dans son rapport sur le New Deal que c'est une étape clé pour la reconstruction et la modernisation de l'Ukraine. Une force aérienne auparavant presque entièrement dépendante de la technologie soviétique. Ceci représente aussi un progrès des efforts ukrainiens pour intégrer ces systèmes à ceux de ses alliés de l'OTAN. Cette nouvelle mesure dote l'OTAN de l'arsenal nécessaire contre les drones longue portée russes. Malheureusement, il y a une importante réserve. L'Ukraine ne recevra pas les 100 Rafales et les nouvelles défenses aériennes dans un seul et même lot. Cet accord s'inscrit dans un pacte de sécurité de 10 ans entre la France et l'Ukraine. Cela signifie que les chasseurs français seront livrés à l'Ukraine au compte-gouttes au cours de la prochaine décennie, vraisemblablement au fur et à mesure que l'Ukraine sera en mesure de se les offrir. Cette réserve n'entame pas l'importance de l'aide française à l'Ukraine, et Zelensky en est conscient. Zelensky a annoncé de nouveaux avions, renforts et mesures pour renforcer l'armée après la signature de l'accord. Je remercie la France, le président Macron et la nation française. Cette réserve envoie aussi un message important à Poutine. La France mise sur l'Ukraine sur le long terme. Le Kyiv Post ajoute cela. Le New Deal repose sur des projets de défense entre l'Ukraine et la France, incluant la coopération dans le développement de technologies pour drones et véhicules aériens, sans pilote intercepteurs contre les drones russes. Ce projet devrait débuter l'année prochaine. Un tel engagement de la France montre à Poutine qu'elle croit en la souveraineté de l'Ukraine. Cet accord vise non seulement à aider l'Ukraine contre la Russie, mais aussi à l'intégrer davantage dans la défense européenne, pour au moins la prochaine décennie, afin de garantir que le pays pourra maintenir et renforcer sa puissance même après la fin de la guerre. L'Ukraine devrait au moins obtenir quelques Rafales qu'elle souhaite acheter assez rapidement, suggère le Kiev Post. Il indique que certains des avions pourraient provenir du stock existant de la France, ce qui signifie que tout ce que l'Ukraine et la France ont à faire, c'est de s'entendre sur un prix puis d'organiser la livraison. D'autres seront construits pour l'Ukraine, dans un programme à long terme, où l'Ukraine financera probablement la fabrication des avions par la France. Il est certain que la force et la défense aérienne ukrainienne viennent d'être fortement renforcées. Il suffit d'observer les 2 armes principales que l'Ukraine obtiendra de la France via le New Deal pour comprendre pourquoi. Le Dassault Rafale est un avion de chasse intéressant, situé entre la 4e et la 5e génération. Selon le Kiev Post, il est l'un des meilleurs chasseurs multirôles d'Europe, capable de répondre à presque tous les besoins de l'Ukraine en matière d'avions de chasse. Les frappes en profondeur, opérations navales et missions de supériorité aérienne sont possibles. L'Ukraine n'aura probablement pas besoin de la capacité nucléaire du Rafale, mais c'est un atout que ces avions possèdent. Si la guerre s'intensifie, la France devra-t-elle brandir sa puissance nucléaire ?
Avec 100 Rafales, la force aérienne ukrainienne rejoindrait les meilleures d'Europe, grâce aux spécificités de ce chasseur. D'après Army Recognition, le Rafale restera l'avion de combat principal des forces françaises jusqu'en 2040. Cela montre que l'Ukraine ne se contente pas d'acheter du matériel occidental d'occasion dans ce nouvel accord. Le Rafale est très agile malgré sa lourde charge d'armement et dispose du système de survie électronique Spectra. Ce système est peut-être la caractéristique la plus importante de l'appareil. Spectra, ou équipement d'autoprotection pour contrer les menaces du Rafale, est un système de guerre électronique offrant de nombreuses capacités à l'avion. Les pilotes détectent les menaces à distance et utilisent le système pour identifier et localiser divers types de menaces laser, infrarouges et électromagnétiques. Spectra intègre aussi des alertes radar, missiles et lasers. Cela permet aux pilotes du Rafale d'éviter les menaces et d'accomplir ses missions, malgré les efforts ennemis de guerre électronique pour le dérouter. Donc le Rafale est conçu pour la survivabilité, mais il frappe aussi comme un camion. L'avion peut être armé de missiles ASIM Exocet, de bombes guidées laser et du missile RR Mika. Il peut aussi recevoir des missiles par les longues portées Scalp ou Storm Shadow, qu'utilise l'Ukraine depuis une grande partie de la guerre contre la Russie. La France et ses partenaires européens disposent également déjà du missile RR longue portée Météor, auquel l'Ukraine pourrait éventuellement avoir accès. Enfin, il y a le canon Nexter 30 M7 191 de 30 mm intégré à chaque Rafale, qui peut tirer jusqu'à 2500 coups par minute. L'Ukraine adapte l'armement de l'avion selon la mission. Avec toutes ces options, le Rafale pourrait devenir le chasseur le plus polyvalent de l'arsenal ukrainien. À cette polyvalence s'ajoute une portée impressionnante de 3700 km, soit un peu moins de 2300 miles. C'est suffisant pour que l'Ukraine lance des missions Rafale partout dans les territoires occupés. Et si l'Ukraine se montre assez audacieuse, cela pourrait même permettre des frappes directes sur le territoire russe. Combinez cette portée avec une vitesse maximale de 1800 km, soit environ 1110 miles par heure. Vous avez un avion de chasse agile, percutant et capable de dépasser le mur du son à pleine vitesse. L'Ukraine en recevra 100 dans la prochaine décennie. Le Rafale n'est pas le meilleur avion occidental que l'Ukraine pourrait obtenir. Le F-35 excelle surtout dans les missions furtives. De plus, National Interest souligne qu'une simulation de guerre occidentale impliquant des 22 américains et des Rafales a vu un F-22 abattre 6 Rafales et en engager 5 autres au combat, jusqu'à ce que le pilote d'un Rafale parvienne à verrouiller le F-22 avec un missile infrarouge pour l'abattre. Le chasseur français compte parmi les meilleurs et reste sans doute le meilleur avion de chasse européen accessible à l'Ukraine. La Russie pourrait être effrayée. La prochaine décennie verra la puissance aérienne de l'Ukraine se multiplier plusieurs fois. Un avion de chasse impressionnant en route vers l'Ukraine. Avec ce nouvel accord avec la France, on oublie facilement que l'Ukraine va aussi acheter un bien dont elle a vraiment besoin. La Russie exploite la faiblesse des défenses aériennes ukrainiennes en multipliant les attaques de drones et de missiles, rendant la défense ukrainienne difficile. Ces bombardements aériens fonctionnent, du moins dans le sens où ils submergent les défenses aériennes de l'Ukraine. Le 12 novembre, Ukraine. Business News a indiqué qu'en octobre 2025, le taux d'interception des drones ukrainiens était le plus bas depuis début 2024. En octobre, la Russie a lancé 5298 drones contre l'Ukraine, dont 80% ont été abattus par les défenses aériennes ukrainiennes. Bien que cela reste un pourcentage élevé, cela signifie tout de même que plus de 1000 drones russes ont réussi à franchir les défenses aériennes ukrainiennes et à atteindre leurs cibles. C'est inacceptable pour l'Ukraine. Les solaires moyenne portée terrestres que la France va vendre pourraient devenir essentiels pour la défense aérienne que l'Ukraine tente de mettre en place. Personne ne dira que le solaire moyenne portée terrestre est une solution miracle contre les drones et missiles russes. Bien sûr, l'Ukraine n'atteindra pas soudainement un taux d'interception proche de 100% même avec ses systèmes déployés sur le terrain. L'Ukraine recevra autant de ces systèmes qu'elle pourra acheter, et que la France pourra livrer. Ces systèmes permettront à l'Ukraine de mieux contrer les missiles de croisière russes. Army Technology indique que le sol-air moyenne portée terrestre a été conçu comme système antimissile pour défendre des villes tactiques clés. Le média indique aussi que le système cible les aéronefs pilotés, les drones, ainsi que les missiles de croisière et balistiques tactiques d'une portée de 600 km, 372 miles. Chaque lanceur, solaire moyenne portée, terrestre possède 8 conteneurs de missiles à l'arrière d'un camion 8 par 8. Nous avons indiqué plus tôt que l'Ukraine veut 8 de ces systèmes, chacun avec 6 lanceurs.
Un système sol-air moyenne portée. Terrestre peut tirer 48 missiles de défense aérienne avant rechargement. Le sol-air moyenne portée. Terrestre utilise le missile Aster 30 Bloc 1 doté d'une ogive à explosion directionnelle qui oriente les fragments vers une cible unique. Le missile combine navigation inertielle et correction de guidage transmise du sol pour maximiser ses chances d'atteindre sa cible. Avec une portée de 5 km, 62 miles, le système constitue une bonne option moyenne portée pour l'Ukraine, afin d'intercepter missiles et drones. Étant donné que le sol-air moyenne portée terrestre est monté sur un châssis de camion, cela devrait vous indiquer qu'il s'agit d'un système de défense mobile. C'est essentiel pour faire face aux assauts aériens de la Russie, qui peuvent couvrir toute la longueur et la largeur de l'Ukraine. Les radars du système lui offrent également une détection et une capacité d'engagement à 360 degrés. Un seul système solaire moyenne portée terrestre peut suivre 100 cibles simultanément et en engager 10 selon les priorités de l'Ukraine. Tout cela ne concerne que le modèle de base. L'Ukraine achètera la version mise à jour du sol-air moyenne portée, terrestre probablement le sol-air moyenne portée, terrestre nouvelle génération de MBDA Systems, qui participe à la construction du système de défense aérienne. Thalys indique que la variante nouvelle génération aura de meilleures capacités d'interception de missiles balistiques, un taux de tir élevé et un nouveau radar multifonction. L'Ukraine en saura davantage quand le système sortira des chaînes de production. Mais elle connaît déjà suffisamment le sol-air moyenne portée terrestre pour tirer pleinement parti de tout modèle de base qu'elle pourrait recevoir. Comme évoqué au début, la France a récemment pris une mesure importante pour l'Ukraine dans le nouvel accord. Vous voyez comment. Mais la chose la plus importante concernant le nouvel accord, c'est que il semble conçu pour aider l'Ukraine à surmonter les principaux défis de sa guerre contre la Russie, à la fois maintenant et à l'avenir. Et l'un de ces défis est quelque chose que nous avons déjà évoqué. L'Ukraine a un besoin urgent de davantage de défense aérienne. Les chiffres sur les drones russes lancés en octobre et les difficultés de l'Ukraine à les intercepter révèlent un problème persistant pour l'Ukraine durant la guerre. Zelensky a maintes fois demandé aux alliés occidentaux d'Ukraine plus de défense aérienne. Selon la mission de l'Ukraine auprès de l'OTAN, une demande récente en novembre montre que Zelensky juge essentiel de renforcer notre défense aérienne. L'Ukraine a besoin de systèmes de défense aérienne et de missiles pour les alimenter. Nous devons élargir l'initiative Pearl, grâce à laquelle nous recevons des armes pour notre défense, intensifier les efforts pour impliquer les pays qui ne l'ont pas encore rejointe et augmenter les contributions. Zelensky a déclaré cela le 15 novembre. 2 jours après, l'accord entre l'Ukraine et la France a été annoncé. L'idée ici est la même que celle que Zelensky défend depuis plusieurs années. À ce stade, l'Ukraine a toujours besoin de défense aérienne, donc tout renfort est bienvenu. Le nouvel accord de la France avec l'Ukraine met en évidence que l'Ukraine fait tout son possible pour résoudre ses problèmes de défense aérienne. L'arrivée de nouveaux solaires moyenne portée terrestre contribuera à la solution. D'autres éléments du puzzle s'assemblent. Le 3 novembre, Associated Press News a rapporté que l'Ukraine avait reçu une livraison supplémentaire de systèmes de défense aérienne Patriot fabriqués aux États-Unis, que le média qualifie de système le plus efficace dont dispose l'Ukraine pour faire face aux missiles russes. Zelensky a confirmé que plus de systèmes Patriot sont maintenant opérationnels en Ukraine. Bien sûr, il faut davantage de systèmes pour protéger les infrastructures clés et nos villes sur l'ensemble du territoire de notre État. Les solaires moyenne portée, terrestres moins performants que les Patriotes contre les missiles russes, restent des ajouts occidentaux appréciés aux côtés de ce nouveau lot de Patriotes. Le 10 novembre, Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine veut acheter 25 systèmes Patriotes aux États-Unis. Cela laisse peut-être entendre la possibilité de conclure un accord similaire à celui passé avec la France. Rien n'est encore sorti de cette déclaration au moment de la création de cette vidéo. Cela montre que l'Ukraine s'éloigne de la dépendance à l'aide militaire et peut désormais acheter les systèmes nécessaires à sa défense aérienne. Elle développe aussi des systèmes nationaux pour contrer la menace aérienne russe. Le 15 novembre, The Guardian a annoncé que l'Ukraine va produire en masse un nouveau drone intercepteur visant jusqu'à 1000 unités par jour. 3 entreprises montées ont déjà commencé la fabrication, et 11 autres sont en préparation, toutes produisant des drones qui se sont révélés très efficaces pour faire face aux attaques russes. Peut-être voyons-nous naître une nouvelle stratégie de défense aérienne ukrainienne. Les intercepteurs viseront un maximum de drones russes, tandis que les Patriots et solaires moyenne portée terrestres serviront à contrer les missiles russes. C'est spéculatif,
L'essentiel est à que l'achat prochain de systèmes solaires moyenne portée, terrestres français par l'Ukraine est crucial face aux bombardements aériens constants. Le pays doit faire face lorsqu'il s'agit de la Russie. Quant aux avions de chasse Rafale, nous avons laissé entendre plutôt que l'Ukraine essaie de renforcer sa force aérienne. Comme pour les sol-air moyenne portée. Terrestre, elle ne compte pas seulement sur l'accord avec la France. L'Ukraine achètera 100 Rafale et jusqu'à 150 Gripen suédois dans la prochaine décennie. Le 23 octobre, CNN a rapporté que l'Ukraine avait signé un accord avec la Suède, similaire à celui qu'elle venait de signer avec la France. La Suède s'est dite prête à vendre ses Gripen à l'Ukraine, si celle-ci peut les acheter. Cette offre, première des alliés de l'Ukraine à proposer de nombreux chasseurs, montre que la France suit avec l'accord sur les Rafales. Le 17 novembre, Newsweek a précisé que les Rafales français, bien que plus anciens, restent capables d'affronter la plupart des chasseurs russes parmi les avions de combat occidentaux. Il a aussi noté que les performances aériennes russes ont été médiocres pendant la guerre, bien que la Russie possède bien plus de chasseurs que l'Ukraine. Ces mauvaises performances laissaient à penser que l'Ukraine pourrait utiliser ses Rafales en offensive sans trop craindre la résistance de l'armée de l'air russe. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait aucune résistance, bien sûr, mais avec une formation appropriée et des avions de chasse supérieurs à la plupart de ceux que possède la Russie. L'Ukraine pourrait créer des poches de supériorité aérienne, un cauchemar pour les forces russes au sol. Vladimir Poutine refuse que l'Ukraine obtienne la domination aérienne. Il sera furieux contre la France pour avoir laissé l'Ukraine s'approcher de cette domination. Si Vladimir Poutine est déjà furieux, il va exploser de rage en entendant cela. La France va coopérer avec l'Ukraine à un niveau encore plus profond. À peine une semaine avant la réunion, qui a conduit à l'annonce du nouvel accord, le Kiev Independent a indiqué que le bureau d'Emmanuel Macron a annoncé des discussions sur divers aspects de coopération avec l'Ukraine, dont l'énergie, l'économie et la défense. En somme, tous les domaines que la Russie cherche à affaiblir en épuisant l'Ukraine. Le bureau d'Emmanuel Macron a révélé que la coalition des volontaires discuterait aussi de garanties de sécurité. Tout cela signifie que ce que la France vient de faire pour l'Ukraine n'est peut-être qu'un début. Ça me va. Ce sont les mots prononcés par le président américain Donald Trump le 16 novembre, lorsqu'on lui a posé des questions sur un projet de loi du Sénat américain, qui pourrait causer de graves dommages à l'économie russe. Par ces 4 mots, les États-Unis de Trump ont envoyé un message fort à Vladimir Poutine. Il est temps de prendre les discussions de paix au sérieux. Sinon, les États-Unis vont faire payer la Russie. Comment ? Vous vous demandez peut-être. Avec un nouveau projet de loi qui imposerait des sanctions comme nous n'en avons jamais vu auparavant dans cette guerre, les États-Unis en ont officiellement assez de la Russie. Ils ont tellement giflé Poutine que la marque est visible sur son visage depuis Washington. Le 17 novembre, Euronews a indiqué que des législateurs américains préparent une loi pour permettre aux États-Unis d'imposer de lourdes sanctions en réaction au rôle de la Russie dans la guerre en Ukraine. Ces sanctions ne viseront pas directement la Russie, mais seront secondaires. Et elles pourraient aller jusqu'à un tarif douanier de 500% sur tous les pays qui font des affaires avec la Russie. Alors que Poutine poursuit son invasion de l'Ukraine, ce n'est pas vraiment une nouvelle information. Les sénateurs qui rédigent le projet de loi avaient en fait proposé ce tarif dès le mois de mai, mais toute suggestion de sa mise en œuvre a été rejetée, car Trump essayait encore de travailler avec Poutine pour négocier un accord de paix sur la guerre en Ukraine. Le projet de loi n'a pas disparu, il a simplement été mis de côté pour un moment opportun. Ce moment est arrivé, et les 4 mots qui ont introduit la vidéo en sont la raison. Trump semble avoir donné son accord pour que le projet de loi dépasse le stade de l'ébauche. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir comment marche une sanction secondaire. Lors d'une sanction traditionnelle, une entité impose des mesures financières à une autre pour lui compliquer la vie. Les sanctions contre les entreprises et riches russes en sont de bons exemples. Habituellement, le pays qui met en œuvre les sanctions empêche ses entreprises et ses individus de faire des affaires ou d'opérer d'une autre manière sur le territoire de la nation qui sanctionne. Plus de nations appliquant les sanctions, moins l'entité sanctionnée a d'options pour gagner de l'argent. C'est l'idée d'une sanction dans certains cas. Une sanction secondaire agit différemment. Plutôt que de cibler directement l'entité qu'elle souhaite punir, la nation qui impose la sanction cible plutôt les alliés, partenaires et acheteurs impliqués avec ce pays. L'idée est que la pression financière sur ceux qui traitent avec l'entité sanctionnée sera très forte. Que ceux qui sont touchés par les sanctions secondaires chercheront d'autres partenaires ou fournisseurs. Pour la Russie, cela signifierait que la Chine, acheteuse de pétrole russe, pourrait se voir imposer un tarif de 500%, la poussant à hésiter avant d'acheter.
La Chine change alors de fournisseur pour un autre pays, évitant ainsi le tarif. Et la Russie se retrouve avec un trou de plusieurs milliards de dollars dans son solde bancaire qu'elle est incapable de combler. C'est une punition par procuration. Les États-Unis comptent sur les sanctions secondaires pour ramener Poutine à la table des négociations. Revenons au projet de loi. Trump a suivi son affirmation selon laquelle cela lui convenait par une déclaration expliquant ce qu'il entend que le projet de loi accomplisse. Trump a déclaré que tout pays commerçant avec la Russie serait sévèrement sanctionné, et a ajouté que l'Iran pourrait aussi être concerné. Nuance intéressante. Le projet de loi initial de Lindsey Graham et Richard Blumenthal ne vise que la Russie. Trump semble maintenant sous-entendre que le même projet de loi pourrait être étendu pour punir l'Iran. Si c'est le cas, cela signifierait que Trump appose sa propre marque sur un projet de loi. Cela prévoit déjà un tarif douanier de 500% sur les importations des pays achetant du pétrole ou de l'uranium russe. Ceux qui achètent des produits similaires à l'Iran pourraient maintenant être ajoutés à la liste. Sanctionner l'Iran limiterait aussi les options pétrolières de pays comme la Chine, que les États-Unis veulent affaiblir avec ce projet de loi, en plus de la Russie. Une proposition prévoit aussi un tarif de 500% sur les biens et services généraux en provenance de Russie. Nous avons dit que Trump semble vouloir mettre sa marque sur le projet de loi de Graham et Blumenthal, voire s'en attribuer tout le mérite. Politico a rapporté que Trump pourrait approuver de nouvelles sanctions secondaires, selon le président américain. Comme dit, je l'ai proposé, tout pays commerçant avec la Russie sera durement sanctionné. Si Graham ou Blumenthal sont contrariés par la possibilité que Trump affirme que leur idée était en fait la sienne, aucun des deux ne semble le montrer. Graham, en particulier, semble être ravi. Le projet de loi a maintenant une chance d'avancer. Je suis très heureux de la bénédiction du président Trump. Le Congrès va progresser sur le projet de sanctions contre la Russie, bipartisan, offrant à Trump plus d'outils pour stopper la guerre en Ukraine. Graham s'est exprimé sur X après que Trump a soutenu le projet de loi. Il a ensuite ajouté « Cette législation est conçue pour donner au président Trump plus de flexibilité et de pouvoir, afin de pousser Poutine à la table des négociations, en ciblant à la fois Poutine et ses alliés comme l'Iran. Je salue le large soutien bipartisan à cette loi à la Chambre et au Sénat. Le Sénat attendait ce moment, et il est probable qu'il agisse tant que le fer est chaud. » Politico note que le Sénat américain avait hésité à avancer sur le projet de loi Graham-Blumenthal, car Trump n'avait pas affiché son soutien. Cependant, de nombreux sénateurs ont exprimé leur soutien autrement. Le projet de loi sur les sanctions contre la Russie de 2025 a plus de 80 coparrains. Le Sénat indique à Trump qu'il est prêt à avancer avec le projet de loi dès qu'il le sera. Un seul problème subsiste. Bien que Trump soit peut-être enfin prêt à agir, beaucoup des alliés de l'Ukraine ne sont peut-être pas prêts pour la prochaine décision des États-Unis. Newsweek souligne que la nouvelle loi sur les sanctions pourrait concerner bien plus que des pays comme la Chine et l'Inde. De nombreux alliés des États-Unis et de l'Ukraine commercent encore avec la Russie et pourraient être affectés par les droits de douane à 500%. La Turquie, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil, Singapour et l'Union européenne achètent tous des produits pétroliers russes, en diverses quantités. Ces pays pourraient être ajoutés à une longue liste qui comprend la Chine, l'Iran, l'Inde, le Vietnam, l'Égypte et bien d'autres encore. Cela revient à transformer les sanctions en tarifs généralisés pour l'Europe, l'Asie et certaines régions d'Afrique et d'Amérique du Sud. Juste ou non envers les alliés de l'Amérique, cela reste une question d'opinion. On peut affirmer que l'Union européenne finance presque autant l'effort de guerre russe que le soutien à l'Ukraine, même si c'est involontaire. Le 10 octobre, Reuters a rapporté que l'Union européenne se retrouvait dans la situation paradoxale de financer les deux camps du conflit. La Russie perçoit des milliards du bloc grâce à ses ventes de pétrole et de gaz. En 8 mois, en 2025, l'Union européenne a dépensé 11 milliards d'euros, environ 1,275 milliards de dollars, pour l'énergie russe. Reuters indique aussi que 7 des 27 États membres de l'Union européenne ont accru la valeur de leurs importations d'énergie russe par rapport à la même période en 2024. Parmi ces 7 nations, 5 soutiennent activement l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Les importations françaises ont augmenté de 40%, tandis que les Pays-Bas ont dépensé 72% de plus pour l'énergie russe qu'au cours des 8 premiers mois de 2024. Est-ce un conflit d'intérêts ? Peut-être, et l'Union européenne en est consciente. Le 24 octobre, la BBC a rapporté que plus de 20 nations se sont unies pour retirer le pétrole et le gaz russe du marché mondial. C'est une affirmation quelque peu nébuleuse, et la BBC ne précise pas quelles sont les plus de 20 nations qui ont pris cet engagement.
Elle précise que cette déclaration a suivi les sanctions des États-Unis et du Royaume-Uni contre 2 grandes compagnies pétrolières russes. Alors que l'Union européenne s'est attaquée au gaz naturel liquéfié russe, ou gaz naturel liquéfié Al Jazeera, ajoute que l'Union européenne a décidé d'interdire à la fois le pétrole acheminé par pipeline et les importations de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie d'ici 2028. Mais cela reste dans plus de 2 ans. Les sanctions secondaires américaines risquent d'entrer en vigueur avant 2028. Avec l'accord de Donald Trump, l'Union européenne va connaître des difficultés. Le bloc pourrait négocier avec les États-Unis pour être exempté des droits de douane de 500%. Mais cela signifierait aussi que les droits de douane ne sont pas aussi efficaces qu'ils sont censés l'être. L'Union européenne pourrait bientôt traverser une période difficile, mais la Russie sera la principale victime des nouvelles sanctions américaines. Et les porte-paroles du Kremlin commençaient déjà à sortir de l'ombre pour faire entendre leur point de vue bien avant que Trump ne donne son accord au projet de loi du Sénat. Ou, plus précisément, faire en sorte que les opinions de Poutine fassent mal. Parce que le président russe est rarement assez courageux ou imprudent pour dire ce qu'il veut dire après que la Russie se soit fait gifler par les États-Unis. Si certains des nombreux commentateurs ont encore des illusions. Voilà, Dmitri Medvedev s'est énervé à propos des sanctions américaines contre 2 géants pétroliers russes. Les États-Unis sont notre ennemi, et leur prétendu pacificateur a choisi la guerre contre la Russie. La relation déjà fragile entre les États-Unis et la Russie semble sur le point de s'effondrer. Nous ne pouvons qu'imaginer quelle sera la réponse de la Russie face aux dernières nouvelles. Ce qui sauve Poutine, c'est que l'accord de Trump avec la loi de Graham et Blumenthal ne garantit pas son adoption. 2 obstacles se dressent, dont Trump lui-même. Euronews suggère que l'accord du président américain sur le projet de loi n'assure pas forcément son approbation. Trump pourrait seulement accentuer la pression sur Poutine en brandissant la menace du projet de loi. Les propos de Trump viseraient à ramener Poutine aux négociations de paix sur la guerre en Ukraine. Le succès de cette manœuvre, si c'en est une, dépendra de la réaction de Poutine. Si Trump considère que Poutine refuse encore de négocier, un accord verbal pourrait rapidement devenir officiel. Il y a des signes que Trump a déjà abandonné Poutine. En août, après sa rencontre avec Poutine en Alaska, Trump a affirmé que le président russe n'était peut-être pas prêt à conclure un accord. Trump a commencé à parler de la situation sécuritaire de l'Ukraine peu de temps après cette rencontre, et Reuters l'a cité en déclarant: en sécurité, les Européens sont prêts à envoyer des hommes et à aider sur certains points. Probablement par voie aérienne, lors d'un épisode de Fox News, Fox and Friends. Interrogé sur la volonté de Vladimir Poutine de conclure un accord, Donald Trump a reconnu que ce n'était peut-être pas le cas, et a ajouté « Nous en saurons plus sur le président Poutine dans les prochaines semaines ». Ces semaines sont passées depuis longtemps. Donald Trump espérait encore influencer Vladimir Poutine, aussi récemment qu'en octobre. Les présidents américains et russes devaient se rencontrer pour poursuivre les discussions de paix en Hongrie ce mois-là. Mais la réunion a été annulée. Pourquoi ? Donald Trump a expliqué qu'il n'avait aucune intention de participer à une réunion inutile, et qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer Vladimir Poutine dans un avenir proche. Il ne s'agissait pas d'une réunion reportée, c'était une réunion que Donald Trump affirme avoir annulée purement et simplement, parce qu'il ne croit pas que Vladimir Poutine soit sérieux au sujet de la paix. Moins d'1 mois plus tard, le président américain semble approuver un projet de loi. Cela confirme pratiquement qu'il a abandonné l'idée de convaincre Vladimir Poutine de conclure un accord. En supposant que l'obstacle Donald Trump ait été levé, la loi sur les sanctions contre la Russie de 2025 n'est toujours pas tirée d'affaire. Ce n'est que la 2e étape d'un processus d'approbation qui se conclut avec Donald Trump. Le gouvernement américain explique ce processus en précisant que pour qu'un projet de loi devienne une loi, il doit d'abord être proposé. La proposition peut émaner d'une pétition populaire ou d'une promesse de campagne d'un candidat au Congrès. Ou, comme c'est le cas pour le projet de loi de Graham et Blumenthal, un texte présenté par un membre en exercice du Sénat ou de la Chambre des représentants des États-Unis. Après sa présentation, le projet de loi est confié à une commission compétente qui l'examine, le débat et le modifie si besoin. La loi sur les sanctions contre la Russie de 2025 a été renvoyée à la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines. Là-bas, elle y est toujours, avec une probabilité de 2% d'être adoptée, selon le site GovTrack. Ce pronostic pourrait changer après les derniers commentaires de Trump. En supposant que le projet de loi passe cette commission, il sera ensuite soumis à la Chambre du Sénat pour un premier vote, puisque le projet de loi a été proposé par le Sénat. Si le projet de loi est adopté, il va à la Chambre des représentants pour le même processus. 2 autres retards sont possibles si les 2 chambres du Congrès ont modifié différemment le projet de loi. Cela signifie qu'ils doivent encore se réunir pour finaliser et voter sur une version définitive. Si le projet de loi vient de la Chambre, les votes et la rédaction seront inversés. Comme la Chambre s'occuperait de la première étape,
suivi par le Sénat, puis viendrait la rédaction conjointe et le vote. Un projet de loi est transmis au président pour signature après avoir franchi toutes les étapes. Et même à ce moment-là, le président dispose du pouvoir de veto, ce qui pourrait lui permettre de rejeter complètement le projet de loi. Du moins, c'est le cas la plupart du temps. Le Congrès peut annuler le veto présidentiel si le projet de loi est adopté à une majorité des 2/3 à la Chambre et au Sénat. Norme difficile à atteindre. Le projet de loi sur les sanctions avance avec plus de 80 coparrains. Tout cela signifie que le nouveau projet de loi américain ne deviendra pas immédiatement une loi. Même si le projet de loi atteint Donald Trump, son adoption dépendra de ses sentiments à ce moment-là, sauf si les conditions pour passer outre un veto sont réunies. En supposant que tout cela se produise, les États-Unis auront une toute nouvelle loi leur permettant d'imposer des droits de douane de 500% contre tout pays achetant des produits pétroliers et de l'uranium russe. Des amendements apportés lors des processus de commission et de vote pourraient modifier cela, rendant peut-être le projet de loi encore plus sévère, si l'on en croit les spéculations actuelles. Mais si tout se passe bien, et Donald Trump semble suggérer que ce sera le cas, encore plus de pression économique sera exercée sur Vladimir Poutine. Donald Trump a utilisé les droits de douane pour obtenir des avantages et négocier avec de nombreux pays depuis le début de son second mandat. Ce projet de loi pourrait fortement renforcer cette politique des droits de douane, notamment pour les clients du pétrole russe. Une seule question demeure. La loi sur les sanctions contre la Russie de 2025 sera-t-elle efficace? À partir de là, les choses deviennent floues. En apparence, le projet de loi paraît efficace. Des tarifs sont utilisés pour faire pression sur les clients du pétrole russe afin qu'ils arrêtent d'acheter. Cette pression les incite à agir ainsi, privant le trésor de guerre de Poutine de milliards de dollars. Belle théorie, mais les sanctions secondaires existent déjà et ont parfois échoué par le passé. Le Forum économique mondial, a reconnu en 2018 que divers problèmes peuvent rendre les sanctions secondaires inefficaces. L'importance des pertes économiques attendues pour les pays visés explique principalement l'échec des sanctions secondaires. Un tarif de 500% pourrait résoudre ce problème, du moins avec des pays moins résilients financièrement que la Chine. La question reste de savoir si les nouvelles sanctions américaines infligeront suffisamment de dommages financiers pour compenser les avantages économiques d'acheter le pétrole russe à prix réduit en grande quantité. Ces sanctions peuvent aussi échouer si elles ciblent des politiques que la nation sanctionnée ne révoquera probablement jamais, selon le Forum économique mondial. Cela ressemble beaucoup à la position de Poutine sur l'Ukraine. Cependant, les sanctions secondaires américaines pourraient être différentes en raison de la guerre en Ukraine. Trump préférerait que ces sanctions ramènent Poutine à la table des négociations. Mais si ce n'est pas le cas, et que les sanctions empêchent d'autres pays d'acheter du pétrole russe, alors cela fonctionne aussi. Sans l'argent du pétrole russe, Poutine aura beaucoup de mal à financer sa guerre, ce qui pourrait aboutir au même résultat que des pourparlers de paix productifs. La fin de la guerre en Ukraine. Un risque réel lié aux sanctions secondaires, et qu'elles pourraient inciter les nations concernées à s'unir contre les États-Unis. La Chine est déjà alliée à la Russie, même si certains estiment qu'elle profite de la faiblesse de Poutine. Faire appliquer ces sanctions peut être difficile contre une nation capable de les contourner. Cela risque que certains pays concernés s'unissent et imposent leurs propres sanctions ou tarifs contre les États-Unis. Malgré ces défis, les sanctions secondaires ont déjà fonctionné par le passé. Deutsche Welle souligne que l'administration Obama a déjà utilisé cette tactique, sans les importants tarifs douaniers, pour cibler les banques et entités commerçant avec l'Iran. L'objectif d'Obama à l'époque était de convaincre l'Iran qu'il était temps de négocier sur la limitation de son programme nucléaire, et les efforts de l'ancien président ont porté leurs fruits. Ce sont des problèmes à venir. Pour l'instant, la loi sur les sanctions contre la Russie de 2025 a reçu l'approbation verbale de Trump, et rien de plus. Le projet de loi de Graham et Blumenthal doit encore franchir de nombreuses étapes avant de devenir loi. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous verrons le véritable impact des sanctions secondaires américaines et des droits de douane de 500%. La poussée de Vladimir Poutine pour Pokrovsk a été parmi les plus sanglantes de toute la guerre en Ukraine. Et c'est la Russie qui subit le plus de pertes humaines. Des milliers de soldats ont pâti de l'obsession de Poutine pour Pokrovsk. Et le dirigeant russe semble n'avoir aucun égard pour la sécurité ou le bien-être de ses soldats. Les troupes russes sont envoyées à l'abattoir en Ukraine. Et si elles ne font pas ce que Poutine attend, il n'a aucune considération pour elles. Poutine laisse mourir ses soldats à Pokrovsk après avoir jugé leur mission accomplie. C'est selon un soldat russe nommé Vladimir Valerievitch Dolyaninov, un commandant du 6e régiment de chars de la garde russe. Le soldat raconte une histoire terrible. Seul 6 jours à Pokrovsk, il a survécu en mangeant des pommes et de l'écorce.
L'insensibilité de Poutine est devenue évidente pour Dolianinov. Et le 15 novembre, le média allemand Focus Online a rapporté une série de vidéos que le soldat russe a réalisées, expliquant pourquoi. Dolianinov aurait dû prévoir la réaction du dirigeant russe avant que son unité n'attaque les bastions de Donetsk en Ukraine. L'une des premières choses que Dolianinov raconte à Focus Online, c'est qu'il a reçu l'ordre de ses supérieurs d'abattre 5 de ses propres soldats avant une opération. Dolianinov a déclaré qu'il avait refusé cet ordre, qui semble avoir été donné parce que les soldats refusaient de participer à une attaque contre Pokrovsk. Dolianinov a évité d'exécuter l'ordre en persuadant les 5 soldats de rejoindre son unité pour participer ensemble à l'attaque. Le soldat russe ignorait qu'il ne faisait que retarder la condamnation de ses camarades. Puis l'assaut a commencé. Dolianinov a vite constaté que les hauts gradés russes n'avaient presque rien donné à ses forces pour réussir. Le régiment de chars de la 6e garde manquait de soutien et disposait de très peu de fournitures. La contre-attaque ukrainienne a dévasté l'unité, laissant Dolianinov gravement blessé par des éclats d'obus et une blessure à la jambe qui l'a cloué au sol. Tout pays civilisé ferait tout pour extraire son soldat blessé du champ de bataille. La Russie a laissé Dolianinov à son sort. Après tout, il y a toujours plus de soldats à envoyer dans le hachoir à viande de Pokrovsk. Battu, ensanglanté et meurtri, le soldat russe savait qu'il faisait face à un choix. Il devait choisir entre mourir sur place ou fuir sans le soutien de son pays. Pendant 6 jours, Focus Online indique que Dolianinov a rampé sur le champ de bataille de Pokrovsk, incapable de marcher à cause de sa blessure. Cependant, son plus gros problème était quelque chose que nous avons mentionné plus tôt, le manque total de ravitaillement. Dolianinov avait quelques-uns de ses camarades avec lui, et ils ont survécu, grâce à une poignée de pommes, et en mangeant de l'écorce d'arbre chaque fois qu'ils le pouvaient. Rien à manger ou boire ici, juste des pommes. Avant je mangeais de l'écorce. Les provisions sont atroces, dit Dolianinov. Rien de nouveau pour ceux qui suivent la mauvaise gestion russe des approvisionnements depuis le début de la guerre. La nourriture manque souvent pour ses soldats, car la Russie essaie soit de réduire les coûts, soit n'arrive pas à acheminer les provisions à ses troupes, juste à temps pour leurs assauts, voués à l'échec. La situation est si grave que de nombreux soldats russes doivent trouver des alternatives pour obtenir même les fournitures de base. C'est ce qu'affirme le Kiev Post, qui a indiqué dans un rapport du 19 septembre que certains soldats russes doivent recourir au financement participatif pour obtenir les fournitures dont ils ont besoin. Nous recevons seulement de la viande en conserve, des céréales et des cigarettes, pas de bonbonnes de gaz ni autre chose. Le reste, nous devons l'acheter avec notre propre argent, ou des gens l'envoient depuis chez eux. C'est ce qu'aurait déclaré un soldat russe lors d'un appel intercepté, selon le média. Il semble que les forces russes soient face à un choix cornélien. Pour Dolianinov, son unité devait avoir un minimum d'essence, surtout avec des chars. Mais cela s'est fait au détriment de la nourriture. Quant aux soldats russes anonymes interceptés, ils reçoivent de la nourriture, mais rien d'utile pour combattre l'Ukraine. Les deux situations sont désespérées, et toutes deux montrent à quel point Poutine se soucie peu des soldats qu'il envoie en première ligne. Pour le dirigeant russe, ils ne sont que de la chair à canon, donc sacrifiables et abandonnés à Pokrovsk. Certains soldats russes sont dans une situation pire que Dolianinov. Dans un article sensationnel publié par The Express en avril, il était affirmé que des soldats russes mouraient de faim. Certains ont dû tuer et manger des chiens pour survivre. Le média publie un extrait d'une conversation interceptée par le renseignement militaire ukrainien, direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, impliquant une femme connaissant des soldats de l'armée de Poutine. Ils sont restés 2 semaines dans une tranchée, épuisant leur nourriture et mangeant tout, selon l'appelante anonyme. Un autre appel intercepté, cette fois fourni par le service de sécurité ukrainien, a permis d'entendre un soldat russe anonyme dire à un camarade « C'est du grand n'importe quoi. Les Ukrainiens nous battent comme des enfants. Nous mangeons des chiens. Il n'y a pas de nourriture. Aujourd'hui, nous avons mangé un Yorkie, un Yorkshire Terrier. Il n'y a qu'une seule conclusion à tirer de tout cela. La Russie n'approvisionne pas ses troupes comme il le faudrait. C'était surtout vrai pour Dolianinov, contraint de survivre avec ce qu'il trouvait en tentant de rejoindre sa base russe près de Pakrovsk. Mais d'une manière ou d'une autre, le soldat russe a survécu. Il a même réussi à ramper si loin qu'il a atteint une position de la 24e brigade russe, où il pensait pouvoir être secouru et évacué hors de Pokrovsk. Dolianinov s'est trompé. Le soldat a découvert à la base que son unité n'avait pas tenté de l'évacuer après sa blessure. Abandonné sur le champ de bataille, ses unités l'ont seulement déclaré disparu sans tenter de le retrouver. Cette prise de conscience a poussé Dolianinov à faire une déclaration amère pour attirer l'attention en ligne. Les blessés ne sont pas évacués, juste abandonnés pour mort. C'est arrivé à Dolianinov, qui a pourtant survécu. Et une fois qu'il a pu parler, il avait beaucoup à dire sur la façon dont ses commandants l'avaient traité. Le soldat russe dit que la nouvelle tactique de son pays,
qui consiste à envoyer de petits groupes de soldats avec un équipement minimal pour s'infiltrer en territoire ukrainien, est dangereuse. Ces soldats doivent marcher des jours entiers, traversant parfois des champs de mines sous le feu ennemi. Même s'ils atteignent la ligne de front, ces soldats ont presque aucun soutien. La Russie tue délibérément ses propres hommes, affirme Delianinov. La situation à Pokrovsk est devenue encore plus grave que la bataille, révélant l'insensibilité de Poutine envers ses soldats. La bataille de Bakhmout, c'est encore pire. On dirait que tous ont été envoyés à la mort. C'est n'importe quoi, dit le soldat assiégé. Des jeunes meurent ici les uns après les autres. C'est foutu. Comprendre l'ampleur de ce que dit Delianinov ici nécessite de réaliser que, lors de la bataille de Bakhmout, la Russie a perdu de nombreux soldats pour capturer une localité ukrainienne. En mars 2023, alors que la bataille faisait encore rage, le Guardian rapportait que la Russie avait déjà perdu jusqu'à 30 000 de ses soldats en combattant pour la ville. À la fin de la bataille, gagnée par la Russie au prix du sacrifice massif de soldats que Poutine voyait comme chair à canon, les pertes étaient bien plus importantes. À quel point plus élevées? En juin 2023, Reuters a indiqué que des analystes militaires pensent que la Russie aurait perdu près de 10 000 soldats lors de la bataille pour la ville. Savoir si c'est pire que la situation actuelle de la Russie à Pokrovsk, plusieurs éléments le suggèrent. L'ancien chroniqueur de Forbes, David Axe, a affirmé que la Russie avait perdu 10 000 soldats lors des combats pour Pokrovsk entre janvier et octobre 2025. Gardez à l'esprit que les combats ont débuté avant 2025 et continuent aujourd'hui. En octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait perdu 25 000 soldats confirmés, la plupart dans la région de Pokrovsk. Nous avons publié une vidéo sur ce mois sanglant, à consulter pour plus d'informations. Depuis début 2025, Pokrovsk compte au moins 125 000 pertes. Donc, Delianinov a raison. Non seulement Poutine abandonne ses soldats partout à Pokrovsk, mais il en a perdu tellement que la bataille pour la ville représente le combat le plus dévastateur pour la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Delianinov poursuivit encore ses accusations. Poutine abandonne ses soldats à Pokrovsk, dit Delianinov, et les laisse aussi se faire extorquer alors qu'ils tentent de survivre en première ligne. Les soldats russes doivent transférer chacun entre 15 000 et 20 000 roubles, environ 1840 à 2460 $, vers un fonds de compagnie, dont la nature reste floue. Les dons sont censés être volontaires, bien qu'en réalité ils ne le soient absolument pas. Et Delianinov affirme que les soldats russes ne savent jamais où cet argent est envoyé, ni comment il est dépensé. Pire encore, il affirme que ceux qui pourraient témoigner contre ses supérieurs ont été systématiquement tués. Ce qui signifie que la Russie permet littéralement à ses commandants de s'en tirer impunément, tout en abandonnant les soldats, qui ne servent pas les intérêts de Poutine. L'histoire de Delianinov est celle de l'abandon, de la colère et de l'exploitation. Vous pouvez aussi penser que son témoignage est isolé, et que la Russie n'a peut-être pas abandonné ce soldat à Pokrovsk. Peut-être a-t-il échappé à la vigilance, ou ses collègues ont-ils vraiment cru à sa mort. Il existe de nombreuses autres histoires sur les horreurs que la Russie commet contre ses propres soldats qui confirment ce que Delianinov dit, rien que sur le front de l'abandon. Les preuves s'accumulent que Poutine continue de laisser ses troupes mourir. Considérez ce qui se passait dans le delta du Dnipro fin octobre. Le 23 The Independent a rapporté que les troupes russes dans ce delta étaient piégées dans une zone de mort, surveillée en permanence par les drones ukrainiens. Là-bas, les soldats meurent de faim, tout comme Delianinov, et ils en viennent à boire l'eau directement de la sale rivière Dnipro. Au moins, les soldats qui survivent font cela. Depuis janvier, 5100 soldats russes sur ce delta sont morts, certains d'entre eux à cause de la famine provoquée par le manque de ravitaillement. Il y a beaucoup d'échos de l'histoire de Delianinov ici. Il est probable que les survivants du delta du Dnipro ne soient ni secourus ni évacués. La Russie a eu un très mauvais bilan dans ce domaine pendant une grande partie de la guerre. En juillet 2024, Medusa a publié un article affirmant cela. Même les médecins du ministère russe de la Défense pensent bon que certains soldats russes grièvement blessés, morts sur le champ de bataille, auraient survécu avec des soins médicaux. Les médecins affirment que la généralisation des soins médicaux d'urgence a été impossible à mettre en œuvre en Ukraine, et que les soldats russes en paient le prix. L'UNN a confirmé cela avec un article couvrant un rapport des services de renseignement britanniques, qui l'affirme. Beaucoup de Russes blessés meurent en Ukraine parce que la Russie n'a pas le temps de les évacuer. Selon le rapport, l'absence de véhicules blindés et la menace des drones retardent fortement l'évacuation des soldats russes blessés. Cela accroît fortement le risque de blessures graves et de décès chez ceux finalement évacués par le système médical. Donc, ce n'est pas seulement que Poutine abandonne ses soldats.
La Russie est si inefficace médicalement en guerre que même les évacués risquent fortement de mourir. C'est une situation que le Centre d'analyse des politiques européennes, ou SEPA, affirme se résumer à un choix sombre pour les soldats russes. Ils se battent ou ils meurent. Le média affirme que de nombreux blessés russes ne reçoivent pas de soins médicaux, et que ceux qui en reçoivent bénéficient de soins qui ne sont pas à la hauteur des normes appropriées. Poutine ne s'en préoccupe pas non plus. Selon SIPA, les soldats évacués, au lieu d'être abandonnés, sont simplement renvoyés au front, guéris ou non de leurs blessures. En juin 2025, SIPA a rapporté que Gennady Krasnikov, chef de l'Académie russe des sciences, affirmait que 98% des soldats russes blessés retournaient combattre. Il a attribué cela aux avancées de la médecine russe. Mais les données montraient que des soldats non complètement rétablis retournaient au combat. La preuve ultime que Poutine se fiche du sort de ses soldats réside peut-être dans le ratio mort à blessés en Russie. En octobre, Politico a rapporté que ce ratio était d'un soldat russe tué pour 13 blessés. C'est un ratio tellement faible que cela signifie que plus de 40% des pertes russes seraient des soldats tués au combat. Encore une fois, une formation insuffisante en médecine tactique est citée comme raison de ce ratio. Mais tout cela revient en fait à ce que Delianinov dit dans sa propre histoire. La Russie abandonne constamment ses troupes, et elle le fait à nouveau à Pokrovsk. Que cet abandon soit direct, comme pour Delianinov, ou dû à un manque de soins ou de fournitures, cela importe peu. Poutine traite ses soldats comme de la chair à canon pour l'Ukraine et semble satisfait de leur sacrifice. Si cela implique que la Russie s'approche un peu plus de Pokrovsk, et il n'y a pas que l'abandon dont un soldat russe doit s'inquiéter. Rappelez-vous le tout début de l'histoire de Delianinov. Son calvaire a débuté quand ses supérieurs lui ont ordonné de tuer 5 camarades. Comme pour l'abandon, ordonner la mort de ceux qui désobéissent n'est pas étranger à Poutine. Le dirigeant russe s'appuie sur ses commandants militaires pour garantir la situation combattre ou mourir, évoquée par SIPA. Le 30 octobre, le Guardian a rapporté que les commandants russes exécutaient les soldats, qui refusaient d'obéir à leurs ordres de combattre dans cette guerre apparemment sans fin. Parfois, les soldats sont envoyés en mission suicide. Cela les mènera inévitablement à la mort, ce qui signifie que Poutine les utilise pour gaspiller une balle ukrainienne de plus avant qu'ils ne meurent. The Guardian rapporte que le média indépendant Vertska a fait cette découverte après avoir recueilli des témoignages d'anciens soldats, de proches de Russes morts et des plaintes officielles. Des vidéos fuitées ont été examinées, et le média affirme avoir découvert au moins 150 morts ordonnées par les commandants russes contre leurs troupes. Le média ajoute que le nombre réel pourrait être bien plus élevé. Les soldats désobéissants étaient rejetés dans des fosses grillagées, arrosés d'eau et battus pendant des heures ou jours, selon The Guardian. L'enquête a montré que certains étaient forcés de s'affronter dans des combats de gladiateurs mortels, selon des témoins. Et si tout cela n'était pas déjà assez tordu, un rapport du Télégraphe du 17 octobre révèle que certains soldats russes ont même été menottés à des arbres et laissés sans nourriture ni eau comme punition. Cela réunit le pire de l'histoire de Delianinov, l'abandon et les chefs ordonnant la mort de leurs soldats. Soudainement, l'histoire du soldat ne semble plus si extraordinaire. En fait, le récit de Delianinov s'ajoute à de nombreuses histoires où Poutine abandonne ou maltraite les soldats russes, à Pokrovsk ou ailleurs. Toutes ces preuves expliquent pourquoi aucune équipe médicale n'est venue pour Delianinov. Dans le contexte de la façon dont la Russie semble traiter ses blessés, cela va tout à fait dans ce sens. Le soldat a dû ramper pendant 6 jours sans nourriture, juste pour recevoir des soins pour ses blessures. Et il ne devrait pas être surprenant que ses anciens camarades aient simplement supposé que Delianinov était mort ou porté disparu depuis le début. Cela semble être la pratique courante dans l'armée de Poutine. Dès que vous n'êtes plus debout à courir vers l'ennemi, vous êtes inutile. Pour la présence de la Russie, les commandants russes considèrent désormais leurs soldats comme jetables, parce que c'était exactement ainsi que Poutine les traite. Un article de juillet du Wall Street Journal illustre ce point de vue avec le portrait de Mikhail Simdiankin, un diplômé ayant rejoint l'armée russe, après avoir vu une affiche de recrutement promettant une prime généreuse pour un vrai travail d'homme. Simdiankin a rapidement découvert en quoi consistait réellement ce travail lorsqu'il s'est retrouvé en première ligne en Ukraine, seulement 3 semaines après s'être engagé. Simdiankin a inévitablement été blessé. Ses commandants ont ordonné à Simdiankin de charger une usine en ruine où plus de 20 camarades affamés et blessés étaient retranchés. Pendant des mois, l'Ukraine se rapprochait sur 3 côtés. Le soldat russe raconte. La majorité des 100 soldats de son groupe ont été tués ou gravement blessés. Simdiankin a survécu et voulait transmettre un message simple depuis son camp de prisonniers en Ukraine. Nos commandants nous voyaient comme des consommables, indifférents à notre survie. Delianinov serait d'accord avec cette évaluation après sa propre expérience, et rien de tout cela n'est un hasard.
Abandonner les troupes fait partie du plan de Poutine, comme on le constate actuellement à Pakrovsk et tout au long de la guerre. L'insensibilité de Poutine envers ses troupes ne pourra pas durer, au moins pour des raisons pratiques, plus que par compassion. L'OTAN est au bord de la guerre avec la Russie, et les premiers coups de feu pourraient être tirés bien plus tôt que prévu, peut-être même dès 2026. C'est ce qu'affirme le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, qui a récemment révélé que de grandes parties de l'Europe viennent peut-être de vivre leur dernier été de paix pour un bon moment. C'est une perspective inquiétante, mais que les nations européennes et l'OTAN doivent prendre au sérieux pour être prêtes à affronter ce que la Russie leur réserve. Boris Pistorius a exprimé ses propos dans une interview au Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, le 15 novembre, en l'honneur du 70e anniversaire des forces armées allemandes. L'entretien a d'abord porté sur l'état des forces armées allemandes et le bilan de Boris Pistorius à son poste. La discussion a vite porté sur Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine. Après que l'intervieweur a demandé à Boris Pistorius si le gouvernement allemand agissait assez rapidement pour contrer les menaces émergentes, le ministre a répondu ceci, Vladimir Poutine affiche ouvertement ses fantasmes impérialistes, où notre liberté et notre ordre n'ont aucune valeur. Nous devons répondre rapidement et de manière décisive à cette menace, en renforçant nos capacités de défense. Il y a beaucoup à faire. Nos forces armées ont été négligées pendant des décennies. Les infrastructures sont en partie délabrées, et les effectifs ont été drastiquement réduits. À mon avis, les partis du centre démocratique ont intégré la nécessité d'une action décisive. Nous faisons tous front commun sur ce point. Nous avons changé de cap ensemble ces dernières années. Mais la vérité est aussi celle-ci. Nous devons devenir encore plus rapides dans tout ce que nous faisons. Cette réponse reflète de nombreuses déclarations de responsables européens et de l'OTAN, dont le secrétaire général Mark Rutte, qui a souvent exhorté les pays de l'OTAN à accroître les dépenses et la modernisation militaire, ainsi que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui a à plusieurs reprises exprimé ses inquiétudes quant au fait qu'au moins certains membres de l'Alliance ne se préparent pas assez rapidement à une éventuelle invasion russe. En février de cette année, par exemple, Zelensky n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de la préparation militaire de l'Europe, déclarant concernant la force des troupes, le nombre de soldats, la flotte, l'armée de l'air et les drones. Honnêtement, je pense que l'Europe est faible aujourd'hui. Quelques mois plus tard, il a beau alerter sur une possible invasion russe d'ici 2030. Nous pensons qu'à partir de 2030, Poutine pourrait avoir des capacités nettement supérieures. Aujourd'hui, l'Ukraine le retient. Il n'a pas le temps d'entraîner son armée. Plus récemment, fin septembre, Zelensky a réitéré sa conviction que Poutine a des plans bien au-delà de l'Ukraine, déclarant à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York que le président russe continuera à faire avancer la guerre, de façon plus large et plus profonde, à moins qu'il ne soit arrêté. Reuters est d'accord, déclarant très clairement lors d'un discours à Chatham House à Londres plus tôt cette année que la Russie pourrait être prête à frapper des nations de l'OTAN à un moment donné dans les années à venir. En termes de munitions, la Russie produit en 3 mois ce que l'ensemble de l'OTAN produit en 1 année. Et sa base industrielle de défense devrait produire 1500 chars, 3000 véhicules blindés et 200 missiles Iskander, rien que cette année. La Russie pourrait utiliser la force militaire contre l'OTAN dans 5 ans. Ne nous leurrons pas, nous sommes tous sur le flanc est désormais. La nouvelle génération de missiles russes dépasse plusieurs fois la vitesse du son. Les capitales européennes ne sont séparées que de quelques minutes. Il n'y a plus d'Est ou d'Ouest, il n'y a que l'OTAN. Malheureusement, il apparaît que prévoir une invasion russe en 2030 était trop optimiste, puisque Pistorius et d'autres experts estiment maintenant que cela pourrait survenir bien plus tôt. Interrogé sur le temps dont dispose l'Allemagne pour moderniser son armée avant une éventuelle attaque de Poutine, le ministre de la Défense a répondu. La question reste spéculative. Les experts militaires et les services de renseignement peuvent estimer quand la Russie aura reconstruit ses forces armées, jusqu'à ce qu'elle puisse attaquer un État membre de l'OTAN à l'Est. Nous avons toujours dit que cela pourrait être le cas à partir de 2029. D'autres affirment désormais que cela pourrait être possible dès 2028. Et certains historiens militaires pensent même que nous avons déjà vécu notre dernier été de paix. Le délai entre aujourd'hui et le moment où la Russie décidera d'envahir ne cesse de se raccourcir. Pistorius n'était pas le seul dirigeant politique à avoir fait une telle déclaration récemment. Le 17 novembre, lors d'une conférence à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Le commissaire européen à la défense, Andreas Kubilius,
a déclaré que plusieurs services de renseignement de l'Union européenne pensent que la Russie pourrait tester la force de l'OTAN avant 2030. L'une des questions les plus importantes pour l'Union européenne et pour l'OTAN est de savoir comment défendre les pays baltes et comment tirer des leçons de l'Ukraine. L'urgence de la question vient des déclarations publiques de nos services de renseignement, notamment d'Allemagne, du Danemark, de la Finlande, des Pays-Bas et de notre région. Que Poutine pourrait être prêt à tester l'article 5 au cours des 2 à 4 prochaines années. Avant 2030, Kubilius a déjà fait des déclarations similaires auparavant. En mai de cette année, un intervieweur lui a clairement demandé quand il s'attend à ce que la Russie attaque l'Union européenne. Il a répondu: sur cette question, je fais attention à ce que disent les services de renseignement, pas les politiciens. Les services de renseignement en Allemagne, au Danemark et ailleurs disent que la Russie pourrait être prête à nous attaquer. Ou, comme ils disent, tester l'article 5 d'ici 2030. Certains estiment que cela pourrait survenir dans les 3 prochaines années. La raison est claire. L'économie de la Russie est passée à une économie de guerre et produit beaucoup d'armes. En même temps, et c'est encore plus important, il n'est plus possible de simplement ramener l'économie à son état précédent. Donc si la paix ou un cessez-le-feu est instauré en Ukraine, la Russie continuera à produire et à accumuler une telle quantité d'armes que cela lui permettra finalement de lancer une nouvelle agression. Kubilius a aussi déclaré que Poutine vise probablement les 3 États baltes, Lettonie, Estonie et Lituanie. Il a toutefois précisé que quelle que soit la nation ciblée par Poutine, cela constituerait une agression contre toute l'OTAN et l'Union européenne. L'OTAN et l'Union européenne doivent être prêtes à réagir si ce moment arrive. Heureusement, de nombreux pays sont à la hauteur de la situation, augmentant leurs dépenses de défense et prenant des mesures audacieuses et significatives pour moderniser leurs forces armées, améliorer leurs arsenaux et renforcer la défense de leurs frontières, en préparation de ce qui va arriver. Certains sont encore à la traîne, mais d'autres donnent le bon exemple, comme la Pologne, exemplaire en Europe et à l'OTAN pour ses dépenses de défense, allouant 47% de son produit intérieur brut aux investissements militaires en 2025. L'Allemagne aussi assume un rôle de leader dans ce domaine, et ce depuis les tout premiers stades de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En effet, ce n'est que quelques jours après le début de l'invasion que le chancelier allemand de l'époque, Olaf Scholz, a annoncé que l'Allemagne augmenterait de façon spectaculaire ses dépenses de défense à plus de 2% de son produit intérieur brut. Il a affirmé au Bundestag que nous devrons investir plus dans la sécurité pour protéger notre liberté et notre démocratie. Avant ce moment-là, l'Allemagne avait effectivement résisté aux appels de pays comme les États-Unis et d'autres nations de l'OTAN à augmenter ses dépenses de défense. Le pays n'investissant que 1,5% de son produit intérieur brut dans la défense en 2021. Cela était dû à une combinaison de facteurs, notamment une forte position antimilitariste et pacifiste au sein de la population allemande, ainsi que la conviction de longue date que la Russie n'attaquerait jamais l'OTAN et que l'époque des guerres terrestres à grande échelle sur le sol européen appartenait au livre d'histoire. L'invasion illégale de Poutine a tout changé. Et l'Allemagne devait soit s'adapter, soit faire face à la menace d'invasion, voire d'anéantissement, de plus en plus crédible. Ainsi, en plus de dépenser beaucoup plus, avec des plans pour investir environ 3,5% du produit intérieur brut allemand dans la défense. D'ici 2029, les dirigeants allemands ont aussi réalisé d'importants changements structurels et des mises à niveau longtemps attendues aux forces armées. Boris Pistorius lui-même a annoncé ces changements en avril 2024, révélant d'abord que la Bundeswehr, où les forces armées allemandes passeraient de 2 centres de commandement militaire distincts, l'un pour planifier et gérer les déploiements à l'étranger, l'autre pour la défense de l'Allemagne elle-même, pour disposer d'un commandement militaire unique, favorisant des décisions plus rapides et plus efficaces. Il a aussi annoncé que le département cyber et information de la Bundeswehr deviendra une 4e branche officielle des forces armées, aux côtés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Un signe clair de la compréhension par l'Allemagne des risques croissants liés à la guerre électronique, à la cybersécurité et aux menaces hybrides. L'Allemagne a également fait sensation en matière de production et d'approvisionnement, avec sa plus grande entreprise de défense, qui est la 5e plus grande de toute l'Europe. Rheinmetall a obtenu un contrat de 8,5 milliards d'euros, 985 milliards de dollars, pour livrer dès 2025 des obus d'artillerie de 155 mm aux forces armées du pays. Et les dirigeants allemands ont également envisagé d'acheter des chars de combat principaux supplémentaires, des véhicules de combat d'infanterie et des hélicoptères.
Il y a seulement quelques jours, Berlin a également approuvé un nouveau plan de service militaire national, afin d'augmenter le nombre de soldats en service actif dans ses forces armées. Le nouveau dispositif obligera tous les hommes allemands, âgés de 18 ans et plus, à remplir un questionnaire concernant leur aptitude à servir, avec des examens militaires, qui devraient également commencer à partir de 2027. Cela devrait jouer un rôle clé dans la volonté de l'Allemagne de former la plus puissante armée conventionnelle d'Europe. Armin Pabager, patron de Rheinmetall, a déclaré à la BBC que cet objectif est atteignable d'ici 2029. Ce plan est ambitieux, mais l'Allemagne risque de manquer de temps pour atteindre ses objectifs, car Vladimir Poutine pourrait lancer son invasion dès 2026. 2027 ou 2028. Heureusement, Boris Pistorius reste confiant que, même si une attaque russe survient plus tôt que prévu, l'Allemagne reste dans une position assez forte pour se défendre et soutenir la défense des autres pays de l'OTAN. La Bundeswehr est dans un état nettement meilleur que ce que suggèrent parfois les rapports des médias. Et surtout, les forces armées sont considérablement mieux équipées qu'il y a quelques années. Nous sommes sur la bonne voie, nous prenons de la vitesse. Par exemple, nous avons conclu beaucoup plus de contrats pour des systèmes d'armes que les années précédentes. Notre plan vise à renforcer le personnel et les infrastructures. Et même avant l'entrée en vigueur du nouveau système de conscription, le nombre de candidatures et de recrues est en hausse. Cela a déjà un effet notable au sein des rangs. Et oui, nous ne sommes pas encore là où nous voulons être, mais nous sommes sur la bonne voie et nous avons des plans ambitieux. En commentant l'OTAN dans son ensemble, il a déclaré « Nous ne devrions pas donner l'impression que l'OTAN ne peut pas se défendre, elle le peut. Elle dispose d'un potentiel de dissuasion considérable, conventionnel, mais bien sûr aussi nucléaire. Quoi qu'il en soit, nous avons des forces armées prêtes au combat. Mais oui, nous devons encore mieux les équiper. » C'était un thème récurrent tout au long de l'entretien de Pistorius. Il a reconnu à plusieurs reprises que les nations de l'OTAN sont au moins prêtes et capables de se défendre contre les attaques de Poutine, tout en notant également que l'Alliance a encore du chemin à parcourir et qu'elle doit accélérer autant que possible pour se placer dans la meilleure position possible. Si et quand une invasion russe se produit, il a souligné l'importance d'un approvisionnement rapide, efficace et stratégique, tout en appelant les entreprises individuelles du secteur de la défense à jouer leur rôle pour accélérer la modernisation militaire, dans tous les domaines. Le point crucial est que nous soyons fiables dans nos approvisionnements sur le long terme. Nous avons créé la base nécessaire grâce à une exemption sectorielle et un engagement clair envers nos dépenses de défense. Nous créons aussi de meilleures conditions pour développer l'industrie de la sécurité et de la défense en Allemagne. La loi pour accélérer la planification et les achats joue aussi un rôle important ici. Elle devrait aussi être adoptée par le Parlement cette année. Il est aussi clair que les entreprises doivent accélérer davantage la mise en place et l'expansion de la production. Il ne fait aucun doute que la rapidité est essentielle. Même si les prévisions des experts sont erronées de quelques années, et que la Russie n'attaque pas avant 2029 ou 2030, cela laisse tout de même très peu de temps aux pays du continent européen pour se préparer à ce qui les attend. Bien que l'armée russe ait eu du mal à obtenir les avancées que Vladimir Poutine aurait souhaitées, et ait également subi d'énormes pertes, cela ne fait aucun doute. Elle a également infligé d'énormes dégâts, destruction et chaos à travers l'Ukraine, avec des rapports faisant état de plus de 50 000 victimes civiles depuis le début de la guerre, auxquelles s'ajoutent environ 40 000 pertes militaires. Même si la Russie a peu de chances de sortir victorieuse d'un conflit direct avec l'OTAN, elle peut tout de même causer d'immenses destructions et de lourdes pertes humaines, une perspective bien réelle pour tous les pays visés par le Kremlin. Plus tôt ces pays se préparent, plus ils sauveront de vies si la guerre frappe à leur porte. Et bien que l'Allemagne elle-même ait peu de chances de se retrouver immédiatement en première ligne, la Russie pourrait potentiellement avoir des plans pour attaquer les pays baltes ou même la Pologne, avant de pousser éventuellement plus à l'ouest. De plus, étant donné que les forces armées russes comptent désormais énormément sur les attaques aériennes, utilisant des missiles longue portée et d'immenses essaims de drones, il n'est pas forcément nécessaire pour elles de cibler uniquement les pays les plus proches. Et elles pourraient, aisément, lancer des missiles sur des cibles à des centaines de kilomètres, y compris les grandes villes et capitales d'Europe occidentale. Comme en septembre dernier, quand quelques drones russes ont violé l'espace aérien polonais. Les pays de l'OTAN semblent encore mal préparés à contrer ce type de guerre. La Pologne et plusieurs alliés ont envoyé des avions de chasse après la détection de drones russes, mais n'en ont abattu que 4. L'Ukraine, quant à elle, abat régulièrement des centaines de drones du Kremlin en une seule nuit.
Elle compte sur son complexe de défense aérienne de pointe pour aider ses villes et ses infrastructures vitales à résister aux vagues records de drones russes. C'est clairement un domaine dans lequel l'Europe doit s'améliorer. Parce que, si une attaque russe devait commencer, le Kremlin misera sans doute sur sa flotte de drones, en pleine expansion et évolution, pour causer l'essentiel des premiers dégâts. Des pays comme la Pologne, les États baltes et d'autres devront renforcer leur défense afin de réagir beaucoup plus rapidement et efficacement. Et il y a bien plus qu'ils peuvent apprendre de l'Ukraine à cet égard, comme l'a récemment commenté la première ministre danoise, Mette Frederiksen, lors du sommet de la communauté politique européenne à Copenhague. Le seul expert actuellement dans le monde en matière de capacité anti-drone, c'est l'Ukraine, car elle combat les drones russes presque tous les jours. Nous devons prendre toutes les expériences, toutes les nouvelles technologies, toutes les innovations de l'Ukraine et les intégrer dans notre propre réarmement. Pistorius a également abordé le sujet des drones lors de son entretien avec la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, soulignant leur importance croissante dans la guerre moderne et mettant en avant les efforts de l'Allemagne pour stimuler une innovation plus rapide dans ce secteur. La guerre en Ukraine démontre l'importance énorme des drones dans la guerre moderne. Néanmoins, les équipements lourds continueront à jouer un rôle crucial. Les experts militaires affirment que la guerre du futur sera interarmes, mêlant obusiers, chars, avions, cyberespace et systèmes aériens sans pilote. Dans le développement des drones, nous connaissons actuellement des cycles d'innovation de plus en plus courts. En quelques mois, la technologie évolue fortement, y compris pour la défense contre les drones. Par conséquent, il ne serait pas logique pour nous de stocker aujourd'hui des drones pour des milliards d'euros. Cela serait obsolète dès le surlendemain. À la place, nous allons adopter de nouvelles méthodes d'acquisition. Nous les développerons nous-mêmes, en réunissant dès le début les utilisateurs et les développeurs. En collaboration avec les entreprises, nous garantirons que ces variantes avancées puissent être rapidement produites en masse en cas de défense. D'autres pays devraient suivre l'exemple allemand. La technologie des drones évolue très rapidement, l'Ukraine améliorant sans cesse ses modèles et lançant des drones aériens et de surface plus avancés, pour mener ces assauts en première ligne et frapper en profondeur les actifs russes. D'ici un an à peine, les types de drones qui bourdonnent dans le ciel de Donetsk et des régions russes pourraient être très différents de ceux que nous voyons aujourd'hui. Surtout que les ingénieurs cherchent des moyens d'intégrer des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle dans la conception de leurs drones. Les pays de toute l'Europe doivent tout faire pour rattraper d'abord des pays comme la Russie et l'Ukraine en matière de développement de drones, et peut-être même dépasser la Russie, en fabriquant des unités plus avancées, efficaces et performantes qui pourraient être utilisées à diverses fins, comme la reconnaissance, l'interception et les attaques aériennes, si jamais une guerre éclatait. Mais ce n'est pas uniquement dans les drones que des pays comme l'Allemagne cherchent à prendre de l'avance. Interrogé sur l'avenir des forces armées allemandes, en 2030, Boris Pistorius s'est dit optimiste et a fixé des objectifs précis pour l'Allemagne et l'OTAN. Notre plan pour 2030 est d'avoir une réserve de plus de 20 000 soldats. Nos forces actives atteindront 210 000 à 220 000 soldats. Nous aurons encore accéléré nos processus d'acquisition. Les F-35, les hélicoptères Chinook, ainsi que les systèmes Léopard 2A8 et Skyranger seront utilisés par l'armée. Une brigade lituanienne entièrement déployée sera déjà stationnée sur le flanc est de l'OTAN depuis plusieurs années. Je suis convaincu que ce projet sera un modèle pour les autres unités. J'espère aussi que l'OTAN préservera l'unité dont elle bénéficie actuellement. Ceux qui ont 18 ans aujourd'hui se souviendront fièrement de leur service militaire pour notre pays. De nombreux autres pays ont des plans tout aussi ambitieux pour 2030 ou au-delà, mais de plus en plus d'experts alertent sur une invasion russe dès l'an prochain. Beaucoup pourraient revoir leurs tactiques et se concentrer sur leurs priorités urgentes dans les prochains mois, avant qu'il ne soit trop tard. Certains experts affirment même que la guerre avec la Russie a déjà commencé. Découvrez dans cette vidéo comment le Kremlin utilise drones, tactiques psychologiques, sabotage et guerre de l'information pour affaiblir l'Europe, avant les premiers coups de feu. Regardez cette vidéo pour découvrir comment l'Allemagne se prépare à un conflit avec le Kremlin et les plans de modernisation militaire de Berlin. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités. Rapports militaires et évaluations d'experts sur la guerre en Ukraine et d'autres conflits importants à travers le monde.